Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu de notre émission de ce soir, nous allons faire une petite escale à Lomé à côté pour parler de ce cas advenu la semaine dernière. Plus personne ne l'attendait. Pachaya Singbe, en dehors des geôles en tout cas en dehors des geôles togolaises, Fort Yassingbe s'est ainsi résolu à libérer son demi-frère de prison pour des raisons sanitaires, en prison depuis un peu plus de 12 ans pour tentative de coup d'État. Pacha Yassingbe a rallié depuis le Gabon. Ce soir, nous allons nous poser la question de savoir s'il s'agit d'une simple évacuation sanitaire ou plutôt d'un début d'exil. Et si nous avons encore un peu plus de temps, nous parlerons de cette tournée de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui a débuté sa tournée par le Ghana et devrait rallier ensuite la Zambie et un autre pays d'Afrique de l'Est. Et pour discuter de ces deux sujets, c'est en plateau Joël Ataï-Gedegbe, expert en gouvernance, ravi de vous retrouver. Bonsoir. Bonsoir. Kenneth Guénolé Kwadonou, analyse géopolitique à Morgan Training. Bonsoir. Bonsoir. Et en duplex depuis Rabat Salé au Maroc, le docteur Tchifa Agbezoukin, spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vais rester avec vous puisque vous êtes le régional de l'étape, puisqu'on parle du Togo et vous êtes togolais. Comment avez-vous déjà perçu cette nouvelle de l'évacuation de Pachaya Singbe? Alors, comme tout Togolais, je pense que cette information, enfin, ce n'est même pas une information parce que le concerné, je ne dirais pas qu'il a un poids dans la sphère politique togolaise, parce qu'on l'a mis en prison depuis maintenant 12 ans déjà. Avant qu'il ne soit mis en prison, il était ministre de la Défense. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a construit une historique politique derrière lui pour qu'on dise aujourd'hui que sa sortie va peut-être réjouir ceux qui le suivaient avant. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Un non-événement. Oui. Même s'il s'appelle Yassingbe. Même s'il s'appelle Yassingbe, pour moi, c'est un non-événement parce que, pour moi, on ne doit pas associer en fait les affaires d'État à des affaires de famille. Ce qui se joue là actuellement, pour moi, c'est une affaire de famille. Certes, il a été emprisonné parce que il avait été accusé de tentative de coup d'État, et donc ça relève du domaine de l'État, mais pour moi, c'est un conflit familial qui a été transposé sur la scène politique. Tout simplement. Voilà. Je vais l'attaquer. Bon, je suis obligé d'en sourire un peu. C'est pas anodin quand même qu'un ministre de la Défense, qui plus est frère du président... Demi-frère. Mais moi, ils sont frères, fondamentalement, du président en fonction, a été embastillé depuis fort longtemps. Avec d'autres. Oui, avec d'autres. Forcément, c'est son nom qu'on retient, parce que c'est emblématique, justement. Et donc, c'est en ça que ça ne peut laisser indifférent. Et au plan humanitaire, s'il faut considérer les cris d'orfèvre, en tout cas tout le plaidoyer qui a été fait depuis quelques mois, pour ne pas dire au moins 2 ans, on a comme un soulagement, on voit là comme un aboutissement cette réponse aux doléances d'une évacuation pour soins. Bon, ça fait toujours sourire ou ça laisse perplexe de voir que c'est souvent des gens importants qui sont l'objet d'évacuation sanitaire, d'élargissement, en tout cas pour ce genre de situation, comme si les prisonniers de droit commun, comme si M. Lambda, qui se retrouverait dans les liens de la détention, ce genre de personnes n'ont jamais de problème de santé ou alors ne méritent pas qu'on s'occupe d'eux. Mais bon, c'est pas n'importe qui malgré tout. Voilà, c'est pas n'importe qui. Monsieur Padon. Oui, par rapport à cette évacuation médicale, bon, mes confrères, M. Ataï et le docteur, dans leur rapport dit que bon, cela ne faisait pas très figure au nouveau de la part du docteur. Pour lui, comme il est Yassingbe et que le président aussi est Yassingbe, c'est que c'est une transposition d'une affaire familiale sur
à un passage du familial au politique. Donc, est-ce qu'on pourrait voir cela sous cet angle-là seulement? Déjà, dans ce cas, il ne faudrait pas oublier que monsieur Pacha Yassingbe en question a été condamné. S'il a été condamné, c'est qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées, des preuves ont été apportées, que ce dont il est suspecté, ce dont on le sent coupable, existe. Et donc, sur ce point-là, le côté familial peut être écarté. Donc, voir ce dernier recevoir après 12 années l'autorisation de l'État de se faire conduire, de se faire évacuer hors du territoire pour se faire diagnostiquer, se faire soigner, c'est en quelque sorte une réponse du gouvernement à cette requête-là qui a été formulée bien des fois par les avocats de ce dernier. C'est une réponse du gouvernement qui montre que le gouvernement de l'actuel président est bien pour, dans les règles, et ne se met pas dans une posture où il privilégie le conflit. Et donc, par cet acte-là, on peut dire que le gouvernement actuel essaie d'améliorer la situation la situation politique qui est un peu tendue depuis l'arrestation de ce dernier-là. Ok, voilà. Dr Djifa Bezuken, on va pas s'éterniser sur ce cas, mais je voulais vous poser la question quant à la destination de cette évacuation sanitaire. Habituellement, les personnalités atterrissent en Europe, d'où ils ne reviennent généralement pas. On parle de plus en plus du Proche-Orient parfois. Pour Proche-Orient, effectivement, ou au Maghreb. Là, Pacha Yassingbe atterrit au Gabon. On connaît les liens privilégiés entre le pouvoir togolais et le pouvoir gabonais. Donc, on va dire, oui, une mansuétude de foi Yassingbe, mais quand même sous bonne garde. Bon, justement, la destination soulève quelque peu de questionnements parce que, et comme vous venez de le dire si bien, habituellement, ceux qui sont évacués pour des raisons de santé, on les envoie en Europe. Ou même, on va prendre l'exemple du président gabonais quand il était malade, il est venu se faire soigner ici au Maroc. Et je ne sais pas quelles sont les structures sanitaires qui sont disponibles au Gabon pour qu'il puisse aller se faire soigner là-bas. Mais bon, j'imagine que voilà, il y a la structure adéquate pour ce dont il souffre. Mais si je disais tantôt que pour moi c'était un non-événement, je pense qu'il faut juste voir en fait, il faut juste voir comment ça se passe. Et actuellement, nous mentionne le palais de Lomé ou du Togo d'une manière générale. Cette information ne fait ni chaud ni froid à qui que ce soit. Vous savez, parce qu'encore une fois, c'est un personnage qui n'a aucun poids. En tout cas, dans la sphère politique togolaise. Qu'il soit libéré ou non libéré, la seule personne qui peut déranger, c'est le président actuel. C'est pour ça que je dis que c'est un non-événement. Que ce personnage soit libéré ou qu'il reste en prison, ça ne fera ni chaud ni froid aux opposants actuels et ni à aucun autre acteur politique. Au-delà du président lui-même. Vous voyez, donc c'est pour cela que je dis que c'est une affaire familiale. Ça fait longtemps que les organisations de la société civile militaient pour qu'on puisse le libérer parce qu'il s'était fait entailler la jambe et ça a dégénéré, il fallait l'évacuer, mais ça n'a pas l'évacuation n'a pas eu lieu jusqu'à maintenant. Il a fallu aussi que le président gabonais se rende au Togo récemment. J'imagine que c'est lors de ces visites-là que les tractations ont eu lieu. Vous voyez, donc tout cela, pour moi, c'est une affaire familiale qui se joue. Et ce ne serait pas intéressant de l'amplifier pour une affaire nationale. Voilà, nous allons passer au second thème puisque c'est une affaire familiale. À moi, si vous voulez ajouter quelque chose. C'est une affaire de dynastie. Une affaire de dynastie. Sous nos yeux. Mais notons quand même que le président fort Yassingbe répond quelque peu à la critique qui a été formulée à son endroit lors de son intervention dans l'affaire des 46 militaires ivoiriens. Donc on lui demandait de donner un peu l'exemple de la mansuétude chez lui. Et quelque part, je crois qu'il commence par en retirer cette critique ou à évacuer cette critique à son endroit. Mais il est évident qu'il reste vraiment beaucoup à faire par rapport aux prisonniers politiques au Togo. Voilà. Nous allons nous épancher sur le second thème et en tout cas parler quelque peu de ce regain d'intérêt annoncé depuis un moment des États-Unis d'Amérique pour les affaires africaines. Cela semble se confirmer avec cette tournée du numéro 2 US sur le continent. Kamala Harris, une visite
haute en couleur au Ghana. Le Ghana qui est une destination privilégiée pour les chefs d'État et les autorités américaines. On a vu Obama, Bush par le passé, Clinton, donc c'est une tradition. Donc je vais vous demander, Kamala Harris, sur le continent apporté. On a déjà eu quelques annonces. Oui, quelques annonces. La contre-offensive, ou en tout cas le redéploiement des Américains sur le continent se fait de plus en plus concret. L'Afrique est de plus en plus désirée, et de toute évidence. Et les Américains prennent conscience de ce qu'ils ont peut-être un relatif retard à l'allumage. Donc si Joe Biden, de par sa santé, mais également de par l'actualité de la guerre russo-ukrainienne, est déjà fort occupé, c'est un joli partage des rôles que d'envoyer Kamala Harris et faire cette tournée-là. D'ailleurs, avant elle, je crois que le secrétaire d'État à la Défense, et même Anthony Blinken également pour les affaires étrangères, enfin tous ceux-là ont eu d'une manière ou d'une autre à reprendre le contact avec l'Afrique. N'oublions pas le sommet États-Unis-Afrique qui a eu lieu il y a quelques mois où le Bénin et le Niger étaient à l'honneur. Et cette visite, même si elle a l'air de se concentrer sur des pays anglophones, vous aviez dit tantôt Ghana, Zambie, Tanzanie, me semble-t-il, elle n'ignore pas pour autant les pays francophones. Dans les 130 milliards de dollars annoncés comme aide par Kamala Harris une fois à Accra, il y a quelque chose qui va arriver pour le Bénin notamment. Et donc, c'est une dynamique d'ensemble pour se repositionner, en tout cas ne pas perdre pied, non seulement par rapport aux concurrents traditionnels qu'est la France. La Chine est de plus en plus là, donc chacun s'empresse de ne pas être déclassé. Mais tenez-vous, même la Corée du Nord est en train de renouer ses relations diplomatiques avec le Burkina. C'est dire que, de toute évidence, les gens trouvent des atours. Oui, il y a des Kalachnikovs avant. Oui, il y a des Kalachnikovs, il y a un peu de tout. Bon, ça fait un peu sourire. La question de savoir comment les pays africains vont tirer leur marron du feu, vont tirer avantage de cet empressement des uns et des autres à leur chevet. Sinon, ça ne serait que des visites de prestige pour rien. Voilà. Comment vous percevez cette visite? Oui, par rapport à cette visite d'une autorité, la deuxième autorité des États-Unis en Afrique, il faudrait d'abord se mettre dans une posture d'un représentant américain. Dans l'actuel contexte de la guerre russo-ukrainienne, enfin du conflit entre l'Ukraine et la Russie, on a remarqué beaucoup plus l'implication de la Russie qui, déjà sur le plan sécuritaire, se fait remarquer au Mali, au Burkina, auprès de ces pays francophones-là. Et de l'autre côté, nous avons la Chine qui intervient tant dans l'économie ou bien sur le plan alimentaire, en se mettant dans la posture d'un ancien partenaire avec ces derniers-là. Au regard de tous ces événements, un bon dirigeant américain, enfin une bonne autorité américaine, ne pourrait rester de marbre, surtout dans l'actuel contexte où on a tendance à croire que la carte du monde est en train de se redessiner d'une façon ou d'une autre. Les États les plus imposants, c'est-à-dire les grandes puissances de l'Occident, de l'Europe, sont en train de tous élargir leur champ d'action à l'Afrique. Si les États-Unis restent en aval de cette démarche-là, c'est qu'ils vont se retrouver à un moment ou à un autre dans une posture où ils n'auront plus aucune possibilité d'agir. Et de l'autre côté, il faudrait aussi prendre en considération leur allié naturel, la France, qui depuis un certain moment est en train de perdre la face auprès de ses anciens partenaires africains tels qu'au Mali, où on a assisté au renvoi de quasiment toutes les troupes françaises du territoire, et au Burkina Faso, il y avait eu des tumultes pour que ces derniers quittent le territoire. Et donc, si la France est en train de se retrouver perdre du terrain, si un allié proche, tel que les États-Unis ou le Royaume-Uni, ne se mettent pas dans la course pour maintenir la cadence avec la Russie et la Chine, qui sont deux alliés vraiment solidaires, les États-Unis risquent de se retrouver à un moment donné de l'histoire très très en arrière. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est une démarche qui permettra de préparer le terrain pour les enjeux futurs à venir. Voilà. Dr Djifa Agbezouken, comment vous percevez ce net regain d'intérêt? Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Bon, on va poursuivre. On va poursuivre.
Alors, comment ça pourrait se développer? Non, notons malgré tout que ce n'est pas des initiatives tout à fait nouvelles. Et à travers les différents programmes, le Compact, enfin le Millennium Challenge Corporation, il y a déjà quelque chose de structuré qui était en place depuis de longues années. L'AGOA, n'en parlons pas. Oui, l'AGOA. Et puis, même, il y a une initiative sécuritaire ouest-africaine qui s'appelle WAXI. Je ne peux plus trop définir ça, mais c'est ce sont ces grandes manœuvres. C'est des grandes manœuvres, c'est beaucoup de précautions pour lutter contre la criminalité transfrontalière, par ricochet, le terrorisme, et j'en passe. Et donc, les Américains sont dans une logique de continuité, mais de temps à autre, et comme on le voit maintenant, ils se rappellent aux bons souvenirs des Africains, au cas où on aurait des envies de les banaliser, de les multiplier par zéro face aux assauts russes et chinois qui sont très, très visibles, très spectaculaires. Et donc c'est intéressant à voir. Attendons de savoir s'il y en aura davantage. Quelle est Donc, est-ce que les États africains seraient amenés à devoir s'aligner peut-être derrière les États-Unis? On n'en est pas là encore. Je pense au frémissement qu'il y a eu, ou disons l'espèce d'injonction du président Macron à l'endroit des pays africains pour soutenir l'Occident. Est-ce que c'est en ces termes-là également que ça se fait ou pas? Est-ce que c'est uniquement business, trade and not aid? Attendons de voir quelle est la logique qui est derrière. Mais si on considère un peu l'histoire récente et surtout la pratique du Parti démocrate, est-ce que les Américains, même dans ce contexte, peuvent se prémunir de toute velléité d'interventionnisme? Je n'ose le croire. Parce qu'il y a déjà une des plus grandes bases au Niger. En réalité, même au Bénin, il y a une coopération militaire assez poussée. Donc, rien n'est plus négligé. Et c'est ce qui est notable. Et même les espèces sonnantes et trébuchantes accompagnent ça. Ce n'est pas que des visites de prestige ou bien ou d'estime. Donc, pied à pied, les États-Unis sont en train de vouloir maintenir, conforter leur position, avec ou sans la France, contrairement à M. Padonou. Je ne sais pas s'il y a vraiment une concertation, mais en attendant, ils jouent leur va-tout. De manière assez soft. Sans vous couper, Dr Djifa Bezuquin nous est revenu. Vous êtes là, vous nous entendez. Alors, comment percevez-vous cette visite de Kamala Harris au Ghana et cette tournée africaine dans son ensemble? Alors, cette visite s'inscrit dans la ligne droite de ce sommet États-Unis-Afrique qui a eu lieu en décembre dernier. Donc, voilà. Vous aviez déjà vu le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui était aussi passé pour discuter des questions liées à la sécurité et tout. Et la vice-présidente est là, je pense, pour des questions de business plutôt. Donc, et maintenant, le choix des pays anglophones confirme un peu ce que fait déjà les États-Unis en se focalisant un peu sur l'Afrique anglophone, on va dire, en laissant un peu ce qui est considéré comme précaré de la France à la France, chacun avec son domaine d'intervention. Donc tout ça, c'est juste pour ne pas justement perdre le pied sur le continent qui est aujourd'hui disputé par les grandes puissances. Vous avez les pays européens qui tous veulent coopérer avec l'Afrique, vous avez la Chine, vous avez la Russie. Donc voilà, tout cela, ça rentre dans la stratégie américaine de montrer qu'ils sont là et qu'ils ne se désintéressent pas de l'Afrique. Même si, sur un plan économique, on ne va pas dire que c'est le plus gros partenaire de l'Afrique, mais quand même, il est important pour la diplomatie américaine de marquer sa présence dans tout ce qui se joue actuellement sur la scène internationale. Voilà, est-ce qu'on peut s'attendre à une plus forte implication? Je l'évoquais tout à l'heure, la tradition surtout des démocrates qui ne se privent jamais, ne se prémunissent jamais des velléités d'intervention. Est-ce que, au regard du dispositif des Américains dans la sous-région, encore une fois, je pense à l'immense base de Zender au Niger, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les Américains sortent un peu plus de leur base et soient un peu plus, disons, en amont, visibles dans tout ce qu'il y a comme intervention dans la sous-région?
Je ne suis pas très sûr d'avoir cette la question. Vous avez eu quelques problèmes de connexion tout à De l'heure. connexion, je vais me répéter. Est-ce que vous pensez qu'au regard du dispositif américain dans la sous-région, je parle de la base, l'impressionnante base à Zender au Niger, est-ce que vous pensez que dans cette dynamique de reconquête du continent, que les forces armées, en tout cas les forces américaines, s'aventureront un peu plus au dehors de leur base, se montreront un peu plus visibles, comme les Français, comme les Russes ou comme d'autres partenaires, ou se contenteront de travailler en sous-main, en sous-marin, en apportant renseignements, en tout cas en gardant la posture du moment. Comment vous voyez l'évolution de cette coopération? Bon, on va continuer. Oui. Allez-y. Par rapport à cette question, il faudrait... Déjà, on pourrait dire oui. On pourrait dire oui que cette prise de contact, ce renforcement de coopération entre les États-Unis et les pays africains pourrait s'amplifier. Donc, il faudrait se rappeler que le président Joe Biden, au début de son mandat, avait fait mention du fait qu'il a remarqué que pendant longtemps, les États-Unis ont ignoré l'Afrique et que lui, il compte durant son mandat renouer de liens forts avec le continent africain. Donc, sur la base de ces propos-là et au vu des récentes actions des autorités américaines sur le continent, on pourrait dire oui que cette relation-là entre les États-Unis et les pays africains pourrait se renforcer. Maintenant, le nœud qu'il faudrait dénouer dans cette situation-là serait de savoir si les dirigeants africains sont prêts à suivre cette logique-là des États-Unis. Parce que nous avons remarqué depuis un certain temps, les pays africains sont de plus en plus motivés. Ils ont le désir de s'affirmer, ils ont cette aptitude-là à montrer, à faire savoir ce qu'ils veulent réellement. Alors, est-ce que ce que les États-Unis vont leur proposer vont cadrer avec leur ambition et leur désir du moment? C'est seulement cela qui justifiera si oui ou non, à la longue, cette coopération-là pourra persister. Je vous pose la même question. Est-ce que vous voyez les GIs débarquer parce que je crois qu'il en faudrait un peu plus. Et peut-être que ça pourrait l'être par rapport à l'accès à des ressources stratégiques. Et tenez-vous bien, vous avez fait mention de la présence, d'une forte présence américaine au Niger. Mais pour autant, s'agissant des questions du Sahel, on ne les a pas vus pointer le bout du nez. Et c'est quand même dire qu'ils ont leur stratégie propre. Et donc, fondamentalement, adossé à des intérêts qui sont seuls. Tout le monde convient que ce sont eux qui ont la préemption sur le renseignement. Absolument. Donc, ils prennent ce qu'ils veulent, lâchent ce qu'ils peuvent aux autres. Et il en sera toujours ainsi tant que rien de substantiel ne viendrait menacer leurs intérêts. Ce qu'on remarque aujourd'hui en termes de visite de déploiement diplomatique rend probablement compte de ce que sont les démocrates qui sont au pouvoir, comme vous le disiez, et de ce que pour contrebalancer l'intermède l'intermède républicain et Trump. Je crois que c'est peut-être ça qui donne l'impression d'un regain d'intérêt. Sinon, il y a une relative constance, il n'y a pas beaucoup de bruit, on ne roule pas les mécaniques, et il en faudrait probablement plus pour les décider à se bouger de toute évidence. Voilà, il nous reste quelques minutes, je ne sais pas si le docteur Kifa nous a rejoint entre-temps. Vous êtes là? Vous nous entendez? Oui, vous m'entendez? Oui. Là, je vais vous poser deux questions en une, puisqu'il nous reste quelques minutes. Première question, est-ce que vous voyez les Américains sortir de leur stratégie actuelle en matière sécuritaire, c'est-à-dire travailler le renseignement et peut-être les voir en action dans le Sahel ou ailleurs, ou vous les voyez garder simplement garder le dispositif tel quel sans qu'on ne les voit forcément et qu'ils travaillent en arrière-plan des différentes forces en présence sur le terrain? Je pense que pour toute grande puissance comme les États-Unis, il est important de pouvoir garder le contrôle sur ce qui se passe à n'importe quel endroit du monde. Donc, je le vois bien continuer, en tout cas, sur la stratégie actuelle.
qu'ils adoptent déjà, parce que, encore une fois, vous avez aujourd'hui une grande compétition qui se joue, et l'Afrique se trouve au cœur de cette compétition-là, entre les grandes puissances. Donc, il est important, justement, pour les États-Unis aussi, de marquer leur présence, de se dire, voilà, on est là, on ne se met pas en portrait, mais on est là pour jouer également. Et ils savent très bien que, voilà, ça ne sera pas un jeu facile, mais il faut quand même montrer sa présence. Et pour revenir à l'Afrique, qui aujourd'hui est au cœur de toute cette attention, je pense que c'est le moment en fait pour les pays africains d'adopter une stratégie qui leur permettra de tirer un bon profit de toute cette attirance, on va dire, que les grandes puissances ont envers le continent. Donc, tout se joue aujourd'hui. Je pense que si on rate encore le coche, ça va être encore parti pour une cinquantaine d'années avant qu'on puisse voir de tels changements qui s'opèrent actuellement sur la scène internationale. Voilà, je reste avec vous rapidement pour conclure en attendant de donner la parole à ceux qui sont sur le plateau. Il y a un pays quand même qui manque dans toute cette équation, le Nigeria, même si il y a une transition, en tout cas il y a un nouveau président qui est élu. Je le dis en comparaison avec l'Afrique du Sud qui a clairement fait valoir sa position, même si le secrétaire d'État Blinken y était il y a quelques temps. Est-ce que vous pensez que le Nigeria va continuer par être, avec peut-être le nouveau président, est-ce qu'on va voir un peu plus, on va dire, d'activisme du Nigeria sur ces grandes questions, que le Nigeria, par exemple, s'avance à donner sa position clairement par rapport aux enjeux du moment, ou du moins on va assister à la même dynamique que sous le président Buhari? Il ne nous a pas entendu, donc on va conclure là-dessus. Oui, bon, disons, on attend de voir d'ici mai, quand le président Tinubu va rentrer en action, si nous assisterons au retour du grand Nigeria, parce qu'il est inimaginable qu'il y ait un grand Nigeria qui laisse indifférents les États-Unis. De toute évidence, ils n'ont pas su trouver avec les administrations politiques au Nigeria qui viennent de passer au pouvoir les partenaires qu'il leur fallait. Donc il y aura ce frémissement, mais aussi peut-être s'agit-il définitivement pour les États-Unis dans le soft power et de la jouer autrement par contournement. Et l'activisme en faveur des Russes n'a jamais remis en cause la présence américaine. Et peut-être que tant qu'il n'y aura pas d'agression, entre guillemets, bon, ils ne se sentiront pas obligés de bouger le petit doigt. Je crois même que d'être au Niger leur permet d'avoir plus le regard tourné vers la Libye, vers éventuellement le Tchad, ainsi de suite, et non vers nous au niveau des côtes, contrairement à ce qu'on croit. Mais ils ne sont pas moins présents au niveau des eaux maritimes. Ils sont partout. Ils sont partout. Oui, par rapport à cela, déjà, il faudrait ressortir le fait que les États agissent suivant les intérêts. Et si éventuellement, jusque-là, il n'y a pas eu de réaction de l'un ou de l'autre des deux côtés, c'est que sûrement, le besoin ne se fait pas encore vraiment sentir. Donc, du coup, dès qu'il y aura forcément cette sensation-là de s'entendre, de s'accorder, de coopérer pour lutter contre un ennemi commun, on verra soit le Nigeria ou les États-Unis faire le premier pas, en tout cas l'un ou l'autre fera quand même le premier pas pour permettre à ce que ce bien commun désiré-là puisse se voir réalisé. Voilà, merci beaucoup Kenneth Guenoulé-Kwadonou. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique à Morgan Training. Je la Tech expert en gouvernance. Dr Djifa Agbezouken, malheureusement les imperfections de la connexion nous ont quelque peu perturbé notre émission de ce soir. Ce n'est que partie remise. Merci quand même pour votre participation. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres développements.